Bonsoir. Merci d'être là. Bienvenue à cette table ronde sur les élections en Allemagne qui ont lieu hier. Je ne vais pas présenter les collègues qui sont là, puisque c'est Romain Bougour qui va le faire. Romain Bougour est journaliste et diplômé du master de journalisme franco-allemand qui existait jusqu'à il y a 2 ans, qui a été remplacé par le master de journalisme transnational. Et quasiment tout le monde autour de cette table est en quelque sorte de l'agriculture locale, du circuit court. Donc vous avez de nombreux collègues de Paris 3, des enseignantes et enseignants-chercheurs de Paris 3, et puis Sabine Vax qui va nous être présentée tout de suite. Romain, je vous laisse la parole. Est-ce que c'est bon comme ça? Vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction de ce débat et de ma personne. Donc je vais présenter chaque intervenant qui interviendra au cours de ce débat. Alors je vais commencer simplement par de la plus proche de moi au plus lointain. Donc Sabine Vax, vous êtes correspondante pour la chaîne publique ARD à Paris depuis 2018. Et donc vous avez couvert de près les élections depuis la France. Et vous nous parlerez notamment du traitement médiatique en France et par les correspondants étrangers. À ses côtés, Jürgen Ritte, donc professeur en littérature allemande et études interculturelles à Paris 3, co-responsable du double master franco-allemand de journalisme ici, et vous êtes aussi journaliste culturel et traducteur. À ses côtés, Valérie Robert, également co-responsable du double master franco-allemand de journalisme, qui organise cette conférence ce soir, maîtresse de conférence au département d'études germaniques et spécialiste des médias. À ses côtés, donc, Jean-Louis Georget, professeur à l'Université Paris 3 en civilisation allemande, spécialiste de la politique et de l'identité régionale, de l'ethnologie allemande et de l'histoire coloniale de l'Allemagne. À côté, Elisa Gudin-Steinmann, maître de conférence en civilisation allemande contemporaine à Paris 3, spécialiste de la RDA et auteur du livre « La RDA après la RDA » aux éditions Nouveau Monde. Et enfin, Frédéric Bozo, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études germaniques à Paris 3. Vous êtes, entre autres, spécialiste de la guerre froide et de la construction européenne. Voici pour la présentation des intervenants. Nous allons articuler ce débat autour de 3 grands thèmes pour décrypter ces élections qui ont lieu hier, mais qui ne sont pas vraiment terminées, avec toutes les négociations de coalition. Donc on essaiera dans un premier temps de tirer un enseignement de 16 années d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne. Quel est l'héritage qu'elle laisse à la nouvelle coalition? Quels sont les enjeux majeurs qu'elle laisse derrière elle? Ensuite, on reviendra plus en détail sur la campagne, sur le traitement médiatique de la part des médias à la fois allemands et français. Et on reviendra sur quelques thèmes clés qui ont animé la campagne. Et enfin, et maintenant, que va-t-il se passer? Les résultats ne sont pas très clairs. Quelles sont les possibles coalitions qui peuvent se mettre en place? Et qui sera le prochain chancelier de l'Allemagne? Alors, commençons par notre premier thème, l'après-Merkel. Je vais vous donner la parole, Jürgen Ritte, pour décrypter un petit peu, dresser le bilan de ces 16 années d'Angela Merkel. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais si on devait résumer en 2-3 mots, enfin rapidement, que peut-on en dire? En 2-3 mots, un peu compliqué, mais je dirais que l'héritage d'Angela Merkel et son bilan a son reflet le plus fidèle dans le résultat d'hier soir. Donc elle laisse les 2 grands partis qui étaient ses appuis, le CDU, CSU et le SPD, dos à dos. 2 grands partis qui sont aussi des 2 partis exsangues. Ça se voit un peu moins pour le SPD qui a fait un bon résultat, mais on reviendra certainement sur les résultats, sur les raisons de ces résultats. Elle a quand même, pendant ces 16 ans, réussi à vampiriser ce parti, à sucer sa moelle carrément, et ce retour à la dernière minute a d'autres raisons. Ce qui est l'ironie de l'histoire, c'est que même le CDU se retrouve complètement exsangue. Et ce qui met ce qui nous met dans la situation d'un remis. Ça va être très compliqué de trouver un nouveau chancelier. Et donc faire le bilan d'Angela Merkel, il se peut que ça se prolonge encore un tout petit peu, puisque tant qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement, il restera aux affaires. Ce matin, le Spiegel, il a titré donc Schlaff, Rot-Gold. C'est un peu l'image
qu'on donnait de l'Allemagne déjà il y a 4 ans, c'est-à-dire certaines lassitudes, fatigue, un pays qui ne sait pas où aller. Et je pense que malgré tout ce qu'on a dit de bien d'Angela Merkel ces dernières semaines, elle a vraiment eu le privilège de lire ses nécros, tout le bien qu'on pense d'elle, de son vivant. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc elle a eu ce privilège-là. Mais malgré tout le bien qu'on peut dire, effectivement, il y a, c'est quelqu'un qui a été une chancelière, mené une politique réactive. Elle a rarement pris l'initiative. Et une fois qu'elle a prise, c'était son petit moment de gloire quand elle a ouvert les frontières dans la fameuse crise, ce qu'on appelle maintenant la crise des migrants. Aujourd'hui, c'est complètement négatif dans l'histoire, alors que c'était un moment positif. C'est ce moment où, malgré ce moment-là, qu'elle a régné en quelque sorte aussi par sa politique, c'était toujours réactif. C'était quelqu'un qui était très bonne qualité dans la défense, mais là où elle aurait pu prendre les initiatives, mais je ne vais pas donc anticiper, là où elle aurait dû prendre les initiatives, notamment en politique européenne. Je pense que là, c'est un bilan très mitigé, donc je pense à la crise grecque, etc., elle a raté le moment de l'étouffer en quelque sorte, de la surmonter. Et les conséquences de cette crise-là ont été très graves pour l'Europe. Je pense que c'est une des raisons de la montée des populismes un peu partout. Pour revenir sur ce point européen, je lisais dans Le Monde hier soir l'ancien Premier ministre belge Elio Di Rupo qui déclarait « Merkel a été une grande Allemande, mais n'a pas été une grande Européenne ». Frédéric Bozo, est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que vous le trouvez un peu dur? Tout dépend de ce qu'on entend par grande européenne ou grande allemande. Non, je partage très largement ce qu'a dit Jürgen Ritter sur ce point. Angela Merkel a eu un rôle européen décisif, tout simplement parce que sa période de pouvoir a coïncidé avec l'installation de l'Allemagne comme clé de voûte de l'Union européenne, parce qu'au centre de l'Union européenne, parce qu'au sommet de l'Union européenne aussi, économiquement, et au fond parce que 15 ans après l'unification, cette unification a porté ses fruits. Et elle a fait effectivement de l'Europe, de l'Allemagne, la puissance centrale de l'Union européenne. Et la crise européenne de 2008, dont tu as parlé, Jürgen, la crise grecque, mais pas seulement, a évidemment renforcé cette position centrale, puisque rien n'était possible dans le domaine financier sans l'accord allemand. Alors, on n'entend pas, c'est ça? C'est mieux? Voilà. Donc, elle avait un pouvoir d'empêchement, disons, dont elle a usé, bien évidemment, dans la crise financière. Et il faut rappeler que cette Europe de 2009, c'est l'Europe de Maastricht. Et cette Europe de Maastricht, l'Union économique et monétaire, elle a été façonnée sur le modèle allemand, pour des raisons parfaitement compréhensibles historiquement, d'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'abandonner le Deutschmark. Il fallait donc une monnaie européenne qui soit aussi bonne que le Deutschmark, et donc il fallait des caractéristiques de cette union économique et monétaire qui soient largement inspirées par la pensée économique allemande, et c'est ce qui s'est produit. Alors, donc c'est pas surprenant, effectivement, que Angela Merkel ait eu ce rôle absolument central, décisif, et qu'elle soit devenue, à ce moment-là, un personnage clé en Europe. Et donc, le narratif allemand, du succès allemand post-unification, a joué à plein aussi en sa faveur. Donc tout ça est vrai, et en ce sens, évidemment, elle a été une grande européenne, puisqu'elle a maintenu, en effet, une forme de stabilité européenne par ses décisions, même si ces décisions auraient pu conduire, elles n'ont pas conduit, mais elles ont alimenté, en effet, des ferments de remise en cause, en réalité, du projet européen, les populismes, etc. Donc, oui, elle a eu un rôle décisif, et en ce sens, elle a été une grande européenne, mais non, elle n'a pas été une grande européenne, parce que, comme l'a dit très bien Jürgen, elle a été totalement réactive dans la crise européenne. Elle a défendu une Europe du statu quo, qu'il s'agissait absolument de préserver. L'Allemagne est devenue une puissance satisfaite en Europe, au lendemain de l'unification allemande, et il fallait absolument préserver cet acquis pour éviter toute remise en question du pacte fondamental, à commencer par la question de la non-solidarité de la dette, la question de la limitation du pouvoir budgétaire de l'Union européenne,
Et donc, il a fallu forcer la main à Angela Merkel. Et c'est là qu'elle est devenue peut-être sur le tard une grande européenne. C'est qu'elle s'est laissée forcer la main. Elle s'est laissée forcer la main d'abord en 2010 par Nicolas Sarkozy, je pense, dans les premières réactions à la crise grecque. Elle s'est laissée forcer la main par Hollande en 2015, quand il a été question d'éviter l'exclusion de la Grèce de la zone euro. Elle s'est laissée forcer la main par Draghi en 2012, quand Draghi a prononcé son fameux « whatever it takes », et donc a fait du pouvoir monétaire européen, au fond, le sauveur de la construction européenne. Et je pense, mais ça les historiens le diront, qu'elle s'est fait forcer la main par Macron en 2020, sur le fond de la crise Covid, après 3 ans d'efforts sans succès de Macron pour faire bouger Merkel. Elle a bougé. Je ne pense pas qu'elle ait bougé naturellement, je ne pense pas qu'elle ait bougé facilement. Je pense qu'elle a bougé parce qu'il y a eu un rapport de force qui a été installé. Et donc, du coup, évidemment, on lui fait le crédit de ce succès du plan de relance Next Generation Europe, mais fondamentalement, c'est malgré elle, quand même. Voilà. Alors, vous avez évoqué 3 des 4 présidents français qu'elle a côtoyés durant ces 4 mandats. Est-ce qu'on peut revenir rapidement justement sur les relations franco-allemandes durant ces 16 ans de mandat? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'elle a côtoyé des partis très différents de l'autre côté du Rhin? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment on peut l'analyser? Un commentateur a dit que Merkel avait tué le couple franco-allemand. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, elle n'a pas été effectivement un élément moteur, comme ça a été souligné, dans la manière dont la France et l'Allemagne ont travaillé. Et Frédéric a très bien dit qu'elle s'est à chaque fois fait forcer la main. Avec Chirac, c'était relativement simple. Il était en fin de mandat. Il avait une longue habitude des relations franco-allemandes. Il sortait d'un échec aussi sur un référendum de l'UE. Donc c'était assez simple pour... les relations étaient relativement simples. Avec Sarkozy n'a jamais compris la manière dont le pouvoir allemand marchait. Il était trop vertical, un peu impulsif. Et la position d'attente de Merkel l'a bien sûr toujours particulièrement irrité, jusqu'à la fameuse crise des subprimes, où le couple Merkozy s'est formé. Ils ont été obligés de travailler ensemble. Mais contrairement à ce qui était dit, plutôt mal que bien. Ils n'ont pas vraiment très bien travaillé ensemble. Quant à Hollande, ça a commencé avec le tapis et la pluie et le tonnerre sur l'avion, donc ce n'était pas des augures très favorables. Mais, et puis, les grandes déclarations de Hollande sur le fait qu'il allait arrêter l'austérité allemande en Europe, enfin la politique d'austérité allemande en Europe, ce qui dans les faits s'est soldé par un échec comme à chaque fois. Mais on peut dire que sur la fin du mandat, donc sur la crise de l'Ukraine, par exemple, il y a eu une réaction relativement commune entre l'Allemagne et la France, et puis que Merkel a plutôt été appréciée après les attentats de Charlie Hebdo, quand elle est venue en France dans les défilés, enfin ça l'a rendu populaire. Et quant à Macron, il y a plutôt eu déception après le discours de 2017 sur l'Europe et sur la volonté de faire avancer cette intégration européenne. Et de nouveau, Merkel a attendu, alors qu'elle avait un président très offensif en face d'elle, elle a attendu, elle a usé, jusqu'au moment où, effectivement, elle était obligée, au moment de la crise, la grande crise du Covid, effectivement, de céder aux injonctions et de faire un geste vers l'Europe du Sud qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Voilà, donc c'est une histoire, j'allais dire, presque égale, avec des réactions très différentes de partenaires plus ou moins sanguins en face d'elle. Comment est accueilli justement ce départ d'Angela Merkel par la presse européenne, notamment en France? Par la presse française, nous, ce que Jürgen Ritz a dit, elle a lu Sénégro et aussi de la part de la France. Donc nous, ce qu'on a observé tant que journaliste allemande qui ont couvert les élections en Allemagne vues depuis la France, on a vu que Merkel, comme personne, a une image très très positive en France. Donc, elle est admirée pour sa personne, pour aussi sa manière de gérer des crises très calmes,
mais sa politique est vue d'autrement. Donc là, il y a vraiment une divergence entre la personne Angela Merkel qui va faire ses courses elle-même, donc la fameuse photo où elle est dans le Hit Ulrich à Berlin, où elle fait des courses. Là, par exemple, on a eu des réactions en France, mais comment ça se peut qu'une chancelière, chef d'État, fait ses courses elle-même? Donc c'était vraiment l'étonnement de la part des Français. Mais par contre, pour sa politique, qui était toujours un peu... Bon, oui, elle attendait des réactions, elle était pas réactive, elle était réactive, mais elle n'a jamais trop pris l'initiative de faire quelque chose. Donc là, on a vu vraiment ce clivage entre les deux points de vue sur Merkel. Et en plus, ce qu'on a bien vu que pendant la campagne électorale en Allemagne, les médias français ont beaucoup fait de sujets, surtout dans les dernières semaines, sur la seule candidate qui n'était plus candidate, sur Angela Merkel, sur elle qui se représentait plus. Donc, on a eu les titres Adieu Moti, où c'était Libération qui a fait le truc de Moti. Oui. Ça marche pas ? Je peux prendre celui-là. Comme ça, c'est peut-être mieux. Là ? Ouais, ok. Oui, donc, il y a aussi Moti, que les médias français ont beaucoup parlé de Moti, ce qui était vu en Allemagne un peu comme, pas vraiment comme une insulte, mais péjorativement, parce que Moti, c'est quelque chose de très... Bon, je crois que... De la part des Français ou des médias français, c'était une manière de dire qu'elle était la mère de pays, donc quelque chose de plutôt positif. Et en Allemagne, on a ressenti ça un peu comme ah bah oui, elle est la Moti, la femme qui reste à la maison, qui garde des enfants, quoi, qui prend pas l'initiative, qui travaille pas, quoi, Et ça, c'était un peu ce que nous ont essayé de faire comprendre aux Allemands dans nos reportages, de dire que Moti, c'est pas quelque chose de péjoratif, mais c'est vraiment cette admiration pour la personne, pas pour la politique, mais pour la personne. Merci pour ça. Je reviens, avant de passer à la deuxième partie et de revenir sur les thèmes de campagne. On a donc dit que Angela Merkel n'a pas été une grande européenne, mais elle a été une grande allemande, d'après les déclarations de l'ancien Premier ministre belge. Elle est issue de l'Allemagne de l'Est, de l'ancienne RDA. Qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce qu'elle a symbolisé dans cette perspective d'Allemagne réunifiée, et est-ce qu'elle a fait avancer les choses de ce point de vue-là? Oui, alors d'abord, grande allemande, moi je ne suis pas convaincue. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur la sobriété, sur le fait de enfin, c'est pas flashy comme forme de leadership, ça c'est entendu, mais en effet, elle est toujours réactive, y compris sur les migrants. Ça faisait quand même longtemps qu'on disait qu'il faut organiser une politique européenne, qu'elle refusait de le faire. Si ça avait été organisé mieux en amont, etc., on aurait peut-être évité certaines crises, y compris le Brexit, qui s'est joué à peu de choses. Donc elle a rien. Enfin, c'est quand même... voilà, dans ce sens, grande allemande aussi, moi je le contesterais. Puis il n'y a pas un grand discours d'elle en 16 ans sur l'Europe, j'en sais rien, sur... on ne retiendra pas de choses comme ça. Donc c'est quand même des manques. Mais ça n'enlève rien, évidemment, au côté très... humaniste, de l'accueil des migrants et tout ça, mais ça a été fait de façon en mettant tout le monde au pied du mur, enfin, voilà. Et alors, en effet, elle vient de l'Est, c'est quelque chose que d'ailleurs elle a très peu thématisé, de même que le fait d'être une femme, elle a très peu joué là-dessus pendant les campagnes électorales, contrairement à Hillary Clinton, par exemple, elle ne thématise pas le fait d'être une femme. Elle s'est dite très récemment féministe, mais c'était tout nouveau. Et c'était en grande partie du déclaratif, parce que si on fait le bilan sur la progression de l'égalité femmes-hommes en Allemagne, les 16 ans n'ont pas connu d'avancée incroyable. Mais voilà, elle thématise assez peu ça, et je trouve qu'elle avait une occasion, en tant qu'Allemande de l'Est, justement, de faire un peu progresser les choses, de faire en sorte qu'on entende davantage les Allemands de l'Est, qui sont très peu audibles. Encore, ça commence à changer quand même, parce qu'on a vu au moment des 30 ans de l'unification, là, les célébrations, que
le cœur n'était pas autant à la fête et qu'on écoutait. Il y a des projets, enfin des programmes de recherche qui sont financés là en histoire orale pour donner la parole davantage aux Allemands de l'Est, avec des millions à la clé, justement parce que on entend encore dans ce livre-là, Stéphane Mao le décrit très bien, ce sentiment d'être encore citoyens de seconde classe, des gens à qui on a confisqué, on leur raconte leur histoire à leur place, etc. C'est en train de bouger beaucoup. Mais elle-même n'a rien fait pour ça. Je pense que vraiment c'est quelque chose qu'elle n'a pas thématisé. Pourtant, il y a beaucoup de réussite sur le plan du rapprochement Est-Ouest, incontestablement. Il y a eu beaucoup de réussite, mais c'est pas voilà. Et je mets ça en parallèle avec le fait qu'elle ne thématise pas le fait d'être une femme. Je pense que c'est un peu le même ressort pour moi, la même logique. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais pour moi, il y a un parallèle à faire. Si je peux dire quelque chose là-dessus, j'ai lu un article très très intéressant. C'était des collègues du Deutschlandfunk qui ont fait c'était un podcast sur Merkel, et c'était assez intéressant de voir comment elle s'est habillée. Parce que c'était justement ça. Elle ne voulait pas se changer plusieurs fois par journée. Et puis, c'est pour ça qu'elle a mis toujours des vestes, des costumes, des vestes, pour les porter toute la journée. Parce qu'elle a dit, les hommes, ils arrivent en costume le matin, costume cravate, et puis ils laissent toute la journée. Et puis le soir, quand il y a un événement, il reste comme ça. Mais en tant que femme, il faut se changer tout le temps. Il faut être habillée pour l'occasion. Et il y avait un designer qui lui a dit, elle avait comment on dit, un conseiller qui lui a dit, mais mettez des vestes. Bien sûr, oui. De toute façon, il y aurait beaucoup à dire sur sa façon de montrer que, elle part en rando tous les étés avec les mêmes chaussures et le même pantalon de randonnée sur chaque photo, chaque été. Ça aussi, c'est sa marque de fabrique un peu. C'est la même logique que le fait de ne pas vouloir habiter la chancellerie, de faire ses courses, etc. Mais j'ai l'impression que quand même, on dit beaucoup que pour une femme, justement, elle a réussi à être aussi puissante que les hommes, à s'imposer en tant que femme. Et pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, oui, elle, en tant que femme, c'est sûr, elle s'est hissée tout en haut d'un parti conservateur, dominé par les hommes, traditionnel, certes. Mais si on regarde un peu l'Allemagne, il y a encore une société assez patriarcale, etc. Elle n'a pas utilisé, justement, sa stature ni d'Allemande de l'Est, ni de femme pour faire progresser tout ça, selon moi. Pour conclure cette partie, on vante souvent en France l'art du consensus allemand, le pragmatisme allemand. Ce que vous expliquez depuis le début, c'est qu'effectivement, elle a fait preuve de réactivité. Enfin, elle a été réactive, mais à la fois pragmatique. C'est aussi ce qui la définit le plus. Est-ce que c'est finalement un défaut ou c'est une qualité? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Alors, on dit toujours, on parle toujours de son pragmatisme légendaire. Mais il y a une frontière entre être pragmatique et être inconsistant qui est parfois assez floue. Il peut y avoir des formes aussi d'opportunisme politique. On met ça après avec l'étiquette pragmatique et je ne suis pas toujours d'accord. Mais peut-être Jean-Louis a un autre avis. Pour le coup, je la défendrai au moins sur un point, c'est que c'est très rare d'avoir des hommes ou des femmes politiques qui soient des vrais scientifiques. Et je pense que le raisonnement scientifique d'une physicienne, puisqu'elle a un doctorat en physique, est sans doute très différent du raisonnement d'un juriste ou d'un économiste. C'est-à-dire que elle regarde les faits. La politique, c'est un terrain empirique. Elle regarde le terrain, elle l'observe et elle réagit aussi en fonction, j'allais dire, de l'expérience qu'elle fait. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi une forme de réflexion un peu différente de celle que peuvent avoir d'autres hommes ou femmes politiques, mais de par sa formation aussi. Je me suis souvent posé la question et je pense que sa formation et sa manière de... alors en plus, bien sûr, sur fond de famille dont le père était pasteur, etc., sur fond, j'allais dire, d'absence de fioriture, d'une certaine... d'une forme d'austérité relativement grande, et je pense que tout ça joue aussi un rôle dans la manière dont on appréhende les choses. Et c'est vrai que le protestantisme est très étranger à la France, par exemple, à toutes les formes de protestantisme. Et en plus, les raisonnements scientifiques, en tout cas, ce n'est pas celui de nos élites.
Il y a des polytechniciens, mais les polytechniciens, ils font l'ENA. Et il reste plus énarque que polytechnicien à la fin. Voilà, donc très superficiel. Juste pour finir, oui, je suis entièrement d'accord. Mais quand je disais inconsistance ou pragmatique pour lever la question, c'est vrai qu'il y a quand même des grands sujets sur lesquels elle a imposé des changements de cap, vraiment à son parti aussi, à sa famille politique d'origine. Je ne sais pas. Et est-ce que c'est pragmatique, par exemple, de faire passer le mariage pour tous et en votant contre, mais d'organiser les choses pour qu'ils passent? Est-ce que ça c'est pragmatique ou est-ce que c'est, enfin, quelle est la limite en fait? Il y a quand même eu des grands changements de cap vraiment improvisés, je pense. Sur le nucléaire, sur le service militaire aussi. Elle a changé des caps. Je pense qu'on a bien fait le tour de 16 ans de mandat d'Angela Merkel. Il ne fallait pas moins que 25 minutes, je pense. Maintenant, on va revenir un peu sur cette campagne électorale. Alors, je vais d'abord donner la parole à Valérie Robert, qui va nous décrypter la couverture médiatique et la position des médias allemands pendant la campagne, avant tout. En spécialiste des médias, je pense que vous avez préparé. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Sabine Vax tout à l'heure sur la question de Mutti. Parce que là, je crois qu'en fait, il y a un malentendu fondamental qui est que les Français pensent que les Allemands appellent Angela Merkel Mutti. Et donc, en fait, je ne sais même pas s'il y a un sens en fait, quand on utilise Mutti en France. C'est juste que, eux l'appellent comme ça, donc on l'appelle comme ça. Et du coup, les Allemands le prennent mal, parce qu'eux, en fait, ne l'appellent pas comme ça. Et ainsi de suite. C'est encore un jeu franco-allemand de malentendus. Sur la campagne, enfin sur les médias et la campagne, l'accompagnement de la campagne par les médias, il y a déjà une spécificité, c'est qu'on a pour la première fois depuis très longtemps quelqu'un qui ne se représente pas. Donc on a des nouveaux candidats et des nouvelles candidates. Et en plus, il y a eu des discussions à l'intérieur des partis à ce sujet-là. Et puis, on a 3 potentiels chanceliers ou chancelières. Donc ça, c'est vraiment une situation très particulière et qui fait que ça a donné lieu à une évolution assez nette dans les médias allemands vers ce qu'on appelle un journalisme de petits chevaux ou de course de chevaux, c'est-à-dire on regarde sans arrêt qui est en tête, qui prend la tête, qui est derrière, qui remonte, etc. Évidemment au détriment des contenus. Et puis on a vu, donc il y a eu un certain nombre de débats, accompagnés de sondages, puis des sondages après les débats et des débats après les sondages, donc une très forte présence justement des sondages, et du raisonnement en vainqueur-perdant en permanence, qui a été renforcé en plus par la concurrence entre les chaînes de télévision, parce qu'il y a eu des nouveaux acteurs là, c'est-à-dire que les chaînes privées, RTL, ProSieben, Sat.1, qui jusque-là ne faisaient pas tellement d'informations, sont maintenant sur ce créneau aussi, ce qui se voit d'ailleurs dans le fait que les 3 triels successifs ont eu lieu d'abord sur une chaîne privée, ensuite ARD et ZDF, et ensuite ProSieben Sat.1. Donc cette concurrence a joué aussi. Mais on a aussi un vieil acteur et un nouvel acteur. Le vieil acteur, c'est Bild, et le nouvel acteur, c'est Bild. C'est Bild TV, donc la télévision Bild, qui est arrivé là-dessus. Bild se proclamant depuis toujours comme étant la voix du peuple, donc c'est autoproclamé. Et la télévision Bild, en version, elle existait déjà en ligne, mais en version linéaire, elle date du 22 août. C'est pas pour rien qu'elle a été lancée avant la campagne, bien sûr, enfin sur la fin de la campagne. On y retrouve toutes les caractéristiques de Bild habituelles, donc sensationnalisme, populisme, etc. Mais ils sont aussi intervenus dans la campagne électorale, avec en particulier une soirée, donc Kanzlernacht, où seulement 2 des candidats chanceliers sur 3 ont eu droit à la parole, donc pas Annalena Baerbock, Bild étant clairement contre Die Grünen. Mais de manière très intéressante, chacun des candidats chanceliers a eu 90 minutes. Ce qui, en fait, est assez contradictoire avec l'idée qu'on pourrait avoir de se dire « bon, Bild, c'est n'importe quoi ». Ben non, parce que ça, c'est un format qu'il n'y avait pas ailleurs, en fait. On les a entendus très longtemps. Et la question qui s'est posée, ça a vraiment à voir avec la couverture de la campagne électorale, c'est est-ce que Bild allait devenir Bild TV ou allait devenir une sorte de Fox News à l'allemande? Sur les contenus, c'est pas loin. Mais il y a quand même une forte différence, c'est que Bild TV est contre plein de choses, contre Die Grünen, entre autres, mais pas seulement.
mais n'est pour rien en particulier, n'est pas pour un parti spécifique, ne fait pas campagne pour un parti. Quoique, parce qu'en réalité, Bildt prétend ne pas faire campagne pour l'AfD, mais de fait, Bildt fait campagne pour l'AfD. Donc tout en ne le revendiquant absolument pas, tout en se prétendant être complètement à distance, notamment à cause de l'antisémitisme de l'AfD ou des considérations de différents politiques de l'AfD sur la Shoah. Mais de fait, il leur livre en permanence des contenus, au point qu'il y a eu à un moment sur Twitter un hashtag qui était Danke Bildt, de la part justement de sympathisants de l'AfD. Donc ça, c'est un acteur évidemment important, que ça soit sur, par exemple, toutes les mesures anti-corona, et aussi, et là on est aussi dans la question des médias et les relations entre médias dans la campagne, aussi dans les attaques contre l'audiovisuel public de la part de Bildt, qui recoupent les attaques contre l'audiovisuel public qui viennent de l'AfD, mais aussi de l'extrême droite de la CDU. Elisa Goudin m'a envoyé hier un extrait d'une vidéo où on voit Hans-Georg Maaßen, donc l'ancien chef des renseignements intérieurs et candidat malheureux à un siège de député, qui explique que l'audiovisuel public, c'est de la propagande. Voilà, donc il y a ça aussi qui s'ajoute. En France, à part l'image Mouti, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui ont été évoqués ou est-ce que ça tournait vraiment uniquement autour d'Angela Merkel? Je pense que c'était un peu le problème que les candidats et la candidate à la chancelière n'étaient pas très connus en France. Donc Olaf Scholz, peut-être oui, un peu, parce qu'il est ministre des Finances. Mais Annalena Baerbock, la presse ou les médias français sont intéressés à elle au moment où elle était au top. Donc au moment où les Verts ont vraiment étaient très hauts dans les sondages et où on a pu croire qu'il y a une possibilité d'avoir peut-être une chancelière verte en Allemagne. Donc là, c'était fin mai, début juin, je crois, que les médias français ont commencé à faire des portraits sur Annalena Baerbock. Qui est Annalena Baerbock? Qu'est-ce que la campagne des Verts? Qu'est-ce que sont les grands sujets des Verts en Allemagne? Et aussi d'expliquer que les Verts, le parti Bündnis 90 Die Grünen en Allemagne, c'est plutôt des Verts réalistes, entre guillemets, que par exemple quand on compare aux Verts français. Et qu'ils ont réussi de s'unifier, de plus se disputer entre eux et puis de désigner une candidate. Déjà, le choix de la candidate était couvert en France par les médias français. Et puis après, quand Annalena Baerbock a chuté dans les sondages, on s'intéressait presque plus à elle et pas trop à Armin Laschet et le candidat de la CDU, donc du parti de Merkel, et pas trop de Olaf Scholz. Donc là, vraiment, on a vu que, je crois, c'était vraiment le problème que les candidats n'étaient pas très connus. On a, dans les dernières semaines, juste avant les élections, on a commencé à faire des portraits, à expliquer aussi un peu la campagne électorale, mais le focus d'après moi, des médias français, c'était plutôt avec qui la France peut bien travailler. C'était pas trop la campagne, parce que la campagne en Allemagne et la campagne électorale des trois grands partis, de tous les partis, était très nationale et pas ouvert pas européen ni international. Donc il y a très peu de points à prendre pour expliquer aux Français ou pour allumer un intérêt. Et alors justement, cet aspect européen lors de la campagne, Frédéric Bozo, comment vous l'avez perçu? C'était vraiment le néant absolu? D'après ce que j'ai perçu, il n'y avait quand même pas grand-chose sur le sujet, en tout cas directement. C'était pas le principal, c'est le moins qu'on puisse dire, des conversations. Ça s'explique aussi par le fait que les principaux protagonistes sont européens. Et donc, au contraire de ce qui s'était passé en France en 2017, où il y avait un vrai enjeu européen, il n'y en avait vraiment pas en Allemagne, et tant mieux d'ailleurs. Donc, il y a une sorte de mainstream européen qui est quand même partagé par les principaux partis qui pourraient former une coalition.
en laissant de côté donc l'AfD et Die Linke. Donc le consensus européen de la République de Berlin comme de celle de Bonn est toujours là, et du coup il n'y a pas de grands enjeux de ce genre. Mais bon, malgré tout, dans ce spectre europhile, il y avait quand même des différences évidentes entre la CDU de Laschet quand même sur une ligne un peu de réticence à l'égard de la dernière phase du gouvernement Merkel sur la relance de 2020, le début d'une soi-disant union de transfert ou union de dette, autant de mots tabous qu'il faut éviter, face à des partis beaucoup plus européens, les Verts évidemment, le SPD et de manière peut-être plus ambiguë le FDP. Mais bon, donc il y a naturellement des nuances, mais au total un consensus européen, et donc on n'en a pas énormément parlé, peut-être aussi à cause de ça, je suppose. Il n'y a pas d'enjeu majeur. Par contre, évidemment, dans les politiques proposées, qui sont plutôt définies selon, disons, à l'échelle nationale, il y a bien sûr des enjeux européens majeurs. C'est-à-dire que, simplement parce que le problème de la politique économique allemande est un problème de politique économique européenne. Et donc, entre l'orthodoxie budgétaire et fiscale du côté de CDU, du côté Union, du côté Laschet, et des approches beaucoup plus peut-être dispendieuses, disons-le, à gauche, en tout cas du côté SPD et du côté des Verts, il y a naturellement des enjeux européens majeurs. D'une part, parce que selon que telle ou telle approche est retenue, les effets de la politique économique allemande seront tels ou tels à l'échelle européenne, et une Allemagne dépensière est ce que le reste de l'Europe demande en vain depuis même pas 15 ans, mais en fait depuis Helmut Schmidt, en gros. Et donc évidemment ça changerait la donne, puisque ça modifierait radicalement, enfin pas radicalement, mais ça modifierait sensiblement la question des excédents allemands et des déficits des autres pays, à commencer par la France. Donc la question, par exemple, d'un SMIC à 12 €, la question de plus de redistribution, des retraites et tout ça, ça peut avoir un impact significatif sur disons, le paysage économique européen. Et puis naturellement, derrière ça, il y a des positions implicites sur les propositions européennes qui vont être sur la table à partir notamment de la présidence française, c'est-à-dire la révision ou pas des règles budgétaires, des fameux 3% de l'endettement, des 60%, disons des critères de Maastricht. Est-ce qu'on va remettre ça sur la table ou pas? Évidemment, selon que tel ou tel l'emporte, ce sera plus ou moins envisageable. Même si, évidemment, comme on aura affaire à des coalitions, et des coalitions où il y aura forcément des contraires, puisqu'il y aura toujours au moins un élément qui sera opposé aux autres sur ces questions, que ce soit le FDP ou la CDU pour l'orthodoxie budgétaire versus SPD ou Vert. Donc le résultat sera forcément un compromis, mais la conversation européenne pourrait être changée naturellement par qui l'emporte dans cette lutte d'influence. Jürgen Ritter, vous vouliez rebondir sur un point mentionné? Juste un petit complément, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Bozo. Il est vrai que l'Europe a été quand même relativement absente de la campagne en Allemagne. Ça n'a rien à voir avec une position anti-européenne. Il y a un consensus pro-européen, ça c'est tout à fait normal. Mais on a évité d'en parler parce que ça peut ouvrir quand même des sujets qui fâchent. Donc l'histoire de les Allemands qui payent tout, etc. Donc pas donner de l'eau sur les moulins de l'AfD, puisque à partir de ce moment-là, il faudra commencer à expliquer ce que c'est l'Europe, et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup parlé. Et ce qui était très intéressant, c'était la réaction des trois principaux candidats à la question, lors d'un débat télévisuel, quel était le premier voyage après avoir été élu. Alors Scholz a dit Paris, parce que c'est une bonne tradition franco-allemande. Voilà. Baerbock a dit Bruxelles, donc c'était aussi une profession de foi, et Laschet, eh bien, on discutera à ce moment-là. Non pas parce qu'il serait contre l'Europe, etc., mais parce qu'il avait peur de fâcher. C'est-à-dire, ah oui, mais encore un Européen, encore un vendu, etc. Ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a un élément quand même important, je trouve,
donc le FDP est maintenant dans un rôle important. Les libéraux sont dans un rôle important. Alors, le seul qui, de temps en temps, lâche des petites phrases qui ne sont pas tout à fait dans le consensus européen, c'est Lindner, qui a des tendances nationales libérales, dirais-je. Donc, c'est les intérêts allemands d'abord. Merkel aussi a très souvent fait ça, mais sans le dire. Mais lui, il le dit. Et donc, Lindner, il y a des choses qui se recoupent, il y a des intersections avec le premier AfD, qui n'était pas un parti xénophobe, qui n'était pas un parti raciste, mais qui était un parti national-libéral. Ils ont tous été éjectés, mais au départ, c'était ça. Et Lindner, il a récupéré ça. Et donc, ça va. Je me demande comment vont se dérouler les négociations entre partenaires potentiels, parce que lui, il vise le ministère des Finances. Voilà, donc c'est quand même important. Un mot aussi là-dessus, c'est une question absolument stratégique et dont on n'a pas parlé pour l'avenir de l'Europe, cette fameuse souveraineté, l'autonomie en tout cas en matière de défense. Parce que là, les Français attendent des réponses. Ça sera une des questions absolument cruciales des 10-15 ans à venir. Est-ce qu'on reste sous le parapluie de l'OTAN? Sous quelle forme? Voilà. Est-ce qu'on veut vraiment une défense européenne? Est-ce qu'on s'émancipe des États-Unis, surtout après la claque qu'a prise la France avec les sous-marins en Australie? Les Français attendent aussi sans doute des réponses. Et là, j'imagine que le candidat allemand qui aurait dit qu'il allait tout de suite à Washington n'aurait pas obligatoirement été très bien perçu à l'Élysée. Pour revenir un peu sur les autres thèmes de la campagne, quels ont été le climat, la réforme du chômage, la retraite, etc. Est-ce que ça a été vraiment abordé ou est-ce que c'était passé au second plan également? Non, c'est pas passé complètement au second plan. Le climat, par exemple, n'est pas passé au second plan. C'est une des préoccupations majeures. C'est dans les 3 préoccupations majeures des Allemands quand on regarde les sondages. Donc, c'est pas passé au second plan. Ce qui était agréable, c'est que, en revanche, les questions liées à l'immigration sont passées complètement au second plan pendant tout le débat à 3. Le mot islam n'a pas été dit une seule fois. L'AfD a changé un peu de stratégie et s'est repositionné sur la défense des libertés. Ça n'a pas fonctionné, mais ça, c'était quelque chose qui, pour le coup, était assez absent. Et vu de France, c'est quelque chose qu'il faut noter, je pense, parce qu'on n'est pas habitué. Et c'est assez agréable. Et puis après, il y a eu toutes les questions qu'on a déjà évoquées de politique économique et sociale. La hausse du SMIC ou pas hausse du SMIC, le frein, est-ce qu'on va garder le frein à la dette, 0,35%? Les libéraux ont l'air d'y tenir, mais les libéraux tiennent aussi beaucoup à gouverner. Et du coup, il va falloir quand même qu'ils avalent des couleuvres, et je pense qu'ils vont les avaler, parce qu'ils veulent vraiment cette fois-ci arriver au pouvoir. Il y a le regret de 2017 qui est très très fort, je pense. Et Christian Lindner, il veut absolument le ministère des Finances. Mais ça va être compliqué avec Verts et SPD, parce que c'est vraiment, ils sont à l'opposé. On ne peut pas faire plus... Enfin, je me demande comment ça va se passer. Mais en même temps, oui. En même temps, ils sont très concurrents dans leur électorat. Ils ont le même électorat. Oui, en partie. Pour rebondir sur la question de l'islam, c'est là que Bildt a justement essayé de tirer le débat vers ça. C'est-à-dire qu'à un moment, en disant mais comment se fait-il que les Verts, tout particulièrement, ne parlent pas d'islamisation alors que c'est un des sujets qui préoccupe le plus les Allemands, ce qui est totalement faux. Et par ailleurs, dans le programme des Verts, ils parlent de temps en temps du terrorisme islamiste. Mais il y avait cette accusation que les Verts seraient, je cite, très proches du régime de Téhéran, par exemple. Donc voilà, il y a cette tentative vraiment de tirer ce débat, mais sans que ça ne fonctionne. Pour poursuivre sur ce point de la chute dans les sondages des Verts, comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est simplement dû à cet acharnement de la part de Bildt, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent cette chute assez impressionnante? Juste pour dire aussi sur le traitement par les médias, c'est pas forcément une explication, mais il est clair, et on parlait tout à l'heure de Merkel comme l'arbre qui cache la forêt. Annalena Baerbock, jeune femme, a effectivement été vraiment maltraitée par les médias. Bon, il y a des choses qui sont de sa faute, très clairement. Il fallait traiter le fait que dans son livre, il y a des passages qui ne sont pas sourcés. Mais le
il y a un journaliste qui a fait une étude dans une base de données de la presse, combien de fois on parlait par exemple de la question du plagiat dans son livre, combien de fois on parlait de son CV, qui en fait n'était pas particulièrement trafiqué, et combien de fois on parlait du programme, du Zofort programme sur le climat des Verts. Et son livre, c'est 4 fois plus que le programme. Son CV, c'est 3 fois plus que le programme. Donc on voit vraiment là une concentration sur la personne. Et par ailleurs, Annalena Baerbock a fait l'objet d'une quantité de fake news invraisemblables. Là aussi, c'est dans des études faites par les différents journalistes qui font du fact-checking en Allemagne. Donc dans les fake news, il y avait 25% sur Annalena Baerbock. Pour dire, c'était Merkel en deuxième place avec 13%, et Laschet et Söder 10%, et Scholz n'était même pas dans le classement. Donc voilà, on a quelque chose d'un traitement vraiment très différent, avec des montages d'elle nues, etc. Enfin vraiment un acharnement, et là, et aussi un discours dans les médias traditionnels, en la présentant soit comme, disons, une écolière, on va dire, ou bien comme une mère indigne parce qu'elle faisait campagne au lieu de s'occuper de ses enfants. Je ne pense pas que ça explique le score des Verts, mais c'est quand même un traitement assez particulier. Un autre point qui a contribué à la chute d'Annalena Baerbock, c'est qu'elle est moins expérimentée que les deux autres, que Laschet et Scholz. Moi, j'ai remarqué ça, ou j'ai vécu ça, parce qu'elle, par exemple, avec son CV, elle s'est excusée, je ne sais pas, je crois 4, 5, 6 fois. Et puis quand quelqu'un s'excuse pour quelque chose 4, 5, 6 fois, on pense déjà que c'est quelque chose de grave ce qu'il a fait. Et donc là, je pense vraiment qu'un Olaf Scholz ou un Armin Laschet, on fait comme ça, et puis on n'en parle plus. Et je crois que c'est aussi ça, ce qu'elle lui manque vraiment, l'expérience sur cette scène politique dans la campagne électorale qui est parfois très dure. Passons du coup à la dernière partie de ce débat. On a parlé donc de la chute des Verts dans les sondages qui sont arrivés hier à 14,8%. Le SPD est en tête avec 25,7% aux dernières estimations en tout cas, 1,6 points devant la CDU de CSU. Mais peut-on pour autant parler de victoire du SPD, Jürgen Ritter? Question à 1 000 €. Oui, de toute façon, ce matin dans la presse allemande, on disait aussi que le vainqueur peut tout perdre. Donc il n'est pas sûr que M. Scholz soit le futur chancelier. Ça, c'est une chose, mais l'autre partie de la réponse, c'est est-ce que c'est quand même un résultat assez fantastique. Personne ne s'attendait à cela il y a 6 mois. Un SPD à 25%, donc j'étais dans un groupe, on plaisantait entre nous qu'il était évident qu'elle allait voter SPD pour sauver le parti, parce qu'on avait peur de se diriger vers une situation française avec 6% pour le PS, etc. Et la SPD était vraiment en chute libre. Donc ce formidable retour est dû surtout au fait que lui, il a fait le moins de fautes. Et donc il avait une stature quand même d'homme d'État, parce qu'il est ministre des Finances, c'est pas rien. Et les autres ont fait une baute après l'autre. Donc les maladresses d'Annalena Baerbock, qui ne sont pas tous inventés par la presse, elle en a fait. Laschet, c'était aussi absolument terrible. C'est différentes fautes. Alors lui, non. Il était là, et donc du coup, il avait tout d'un coup une stature de futur chancelier. Donc je ne crois pas encore au retour du SPD. Ça c'est la question. Et c'est quand même, je pense que c'est un parti quand même exsangue intellectuellement. Maintenant, il y avait d'autres élections en Allemagne en même temps. Bon, là, ce sont des données régionales, locales qui sont différentes. Donc, une très belle victoire dans le Mecklembourg-Vorpommern, Poméranie, Mecklembourg occidental. C'est de Schleswig. Mais ça, c'est des données locaux. Donc là, c'est autre chose. Tout comme à Berlin.
où Mme Giffey, malgré ses reproches de plagiat avéré, etc., a pu s'imposer. Donc ça marche aussi. Deux femmes très fortes qui ont réussi. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais sur le plan national, j'ai peur de... Bon, j'aimerais bien crier victoire par sympathie pour ce vieux parti, mais je pense que non. C'était très personnalisé à la fin. Depuis, sur les 4 dernières années, plus 5 points. C'est énorme. Et alors, bon, on le sait, les élections allemandes ne sont pas terminées. Maintenant, c'est les grandes négociations autour des coalitions. Coalition Jamaïque, Ampelkoalition, une 5e grande coalition, ou peut-être plus à la suite, ce que les Allemands ne souhaitent pas par ailleurs. Quelles sont les estimations? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Qu'est-ce qui vous semble le plus probable? Et ensuite, à quelle date? Non, mais je peux m'y coller. Je pense qu'une grande coalition, plus personne ne veut ça. Ça abîme la démocratie. C'est une bonne chose ni pour l'un ni pour l'autre. On a vu justement les conséquences là. Donc je pense que c'est assez peu probable. Je peux me tromper. En fait, il va falloir s'allier avec les Verts et les libéraux, et donc que soit les sociaux-démocrates le fassent, soit les chrétiens-démocrates le fassent. Dans les deux cas, ça va être compliqué. Avec les libéraux, parce que SPD et Verts, ce serait relativement facile. Il faut dire une chose importante, c'est que Olaf Scholz comme Armin Laschet sont vraiment au centre par rapport à leurs partis respectifs, beaucoup plus centristes. En fait, on avait 3 centristes. Et ils sont vraiment, vraiment, Olaf Scholz, c'est pas un grand gauchiste devant l'éternel. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est au centre gauche, à la droite de son parti. Et même chose pour Armin Laschet. Il est vraiment plutôt au centre. Il y a des gens à la CDU qui sont, comme disait Valérie tout à l'heure, bien plus à droite, bien plus clairement marqués à droite. Donc, les deux sont possibles. Ils peuvent gouverner avec les Verts et les libéraux, mais il va falloir dans les deux cas. Alors, la coalition Jamaïque, elle a déjà un précédent, un échec précédent, et je pense que ça va jouer un rôle. Le fait qu'ils aient déjà essayé en vain, ça me fait pencher plutôt pour l'idée que ce sera plutôt une coalition feu tricolore qui va d'abord, le premier réflexe naturel serait plutôt celui-là. Surtout que quand même Olaf Scholz est devant. Alors c'est pas toujours, historiquement il y a plein de fois où c'est pas celui qui était devant qui s'est retrouvé chancelier, mais quand même ça paraît plus logique. On va pas peut-être réessayer une coalition jamaïque, ce sera peut-être un plan B. Mais je peux me tromper. Et la dernière option, ce serait une coalition rouge-verte, en fait. Mais ça, c'est assez. Quand même, Die Linke veut sortir de l'OTAN. Il y a quand même des barrières probablement encore plus infranchissables. Et puis, arithmétiquement, de toute façon, voilà, ce serait en plus. Et minoritaire, je pense. Je pense que en plus le score de Die Linke arrange bien le SPD parce que ça leur permet justement de ne pas avoir à envisager cette coalition-là, de ne pas non plus avoir à dire non. Et c'est assez pratique pour eux. Je vais rester avec vous, Elisa Gudin-Steinmann, pour revenir sur les enjeux Est-Ouest. Je voyais la carte ce matin des résultats localement. C'est quand même très rouge à l'Est et très noir à l'Ouest. CDU à l'Ouest. Oui. Et Nord-Sud, oui. Le Sud est plutôt de CDU, une partie de l'Ouest avec des poches quand même SPD vers la Ruhr, etc. Et le Nord est plutôt en effet SPD avec aussi le sud de l'ex-RDA où parfois c'est l'AfD qui est en tête. Donc on a des petits îlots où c'est les Verts qui apparaissent en tête, souvent dans les grandes villes. Voilà. À Berlin, dans le sud de Munich. Il y a des îlots verts à l'intérieur de tout ça. Mais ça confirme, oui, que les résultats sont... il y a un enjeu régional. Bien sûr, l'AfD reste en partie ancrée à l'Est. Ça se confirme. Même si elle a moins de voix, là où elle continue à en avoir davantage, c'est toujours au même endroit qu'avant. On a déjà évoqué le passé, mais quel avenir pour l'Union européenne avec des résultats comme ceux-ci? Est-ce que
Les Européens ont peur, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Peur, c'est peut-être beaucoup dire. Bon, c'est plutôt l'inquiétude est plutôt celle d'une Allemagne apathique, d'abord paralysée par ses propres négociations gouvernementales, qui vont probablement durer quand même pas mal de temps. Alors, on nous promet un gouvernement pour Noël, mais je crois qu'on nous avait déjà dit ça en 2017, et c'est venu après. Donc, ça va impacter l'agenda européen, évidemment, puisque la présidence française de l'Union européenne commence au 1er janvier. Que c'est une présidence compliquée par le fait qu'il y a en plein milieu une élection présidentielle. Alors, est-ce que pour le coup, les élections allemandes ont un impact sur le scrutin français? On peut se poser la question, après tout. Je crois que non, en fait. Je pense que la remontada du SPD n'est pas suffisamment spectaculaire pour que cela donne des ailes puissantes à Mme Hidalgo. Je ne pense pas que le score honorable des Verts, mais quand même très en retrait par rapport à ce qui était prévu il y a quelques mois, redonne comment dire, une Regierungsfähigkeit aux Verts français. Bon, donc il n'y aura pas d'impact. S'il y a un impact, c'est peut-être plutôt un impact, je dirais, favorable au président sortant, parce qu'après tout, ça montre qu'on gouverne au centre. Et donc, finalement, c'est plutôt bon pour lui, quelle que soit la coalition qui sortira ou pas avant, j'espère quand même avant les élections présidentielles françaises, mais ça montrera quand même qu'on gouverne au centre et que finalement, ça fait écho à sa propre proposition politique. Mais ça va compliquer son semestre de présidence, ou son demi-semestre s'il n'est pas réélu. Au-delà, bien sûr, les grandes questions, elles ont déjà été évoquées. Au-delà, disons, du court terme, de toute façon, une présidence ne change pas fondamentalement le cours de l'Union européenne, mais elle peut poser des jalons de grandes discussions, et il y a d'énormes sujets sur la table. Finalement, la grande question, c'est est-ce que le plan de relance de 2020 est un précédent sans suite, ce que souhaite la CDU, mais ce n'est pas ce que dit le SPD ni les Verts. Donc est-ce qu'on peut imaginer plus de fédéralisme budgétaire au-delà de ce plan de relance de 2020? Est-ce qu'on peut imaginer un budget européen plus profond, plus solidaire? Est-ce qu'on peut imaginer une remise en question des règles budgétaires, fiscales, de la dette, bref, des critères de Maastricht, comme je l'ai dit? Ça, c'est une question importante également, et qui va être impactée en partie par le résultat des négociations gouvernementales à Berlin. Effectivement, comme l'a dit Jean-Louis, la question de la sécurité. Est-ce qu'on va avoir une Europe plus autonome et plus stratégique, comme le demandent les Français? Et ça va être aussi impacté par les résultats de la coalition, puisque évidemment, là, la CDU est plus avantageuse pour les propositions françaises, évidemment, que le SPD, qui est plus dans la réticence à l'égard de la chose militaire. Les Verts étant d'ailleurs un petit peu ambivalents sur ce sujet, parce qu'ils ont des éléments un petit peu de réticence militaire et en même temps des éléments d'activisme international pour l'Europe, y compris face à la Russie, par exemple. De toute façon, ce sera un compromis. Et on peut imaginer qu'au mieux, on progressera encore à petits pas vers plus d'autonomie stratégique, parce qu'évidemment, l'impératif atlantique continue de dominer la politique allemande, et ce n'est pas surprenant. Et d'ailleurs, au-delà de l'Allemagne, la politique européenne, finalement, les Français sont un peu seuls dans la crise AUKUS, on l'a bien vu. Donc pour toutes ces raisons, ce qui va sortir des négociations gouvernementales aura un impact sur l'avenir européen, et en même temps un impact limité, dans la mesure où de toute façon, il y aura un plus grand commun dénominateur, un centre de gravité qui va rester assez centriste sur ces questions. Voilà, donc c'est un peu difficile d'en dire plus, je trouve, mais il y a une conscience des enjeux, cette conscience progresse. Est-ce que ce sera favorable à des progrès concrets? La question reste ouverte. Ce qui a été dit, mais pour revenir un peu sur les résultats, c'est vrai que je pense qu'à la CDU, il va y avoir quand même quelques règlements de compte. C'est-à-dire que même si Laschet devenait chancelier, ce qui n'est pas non plus improbable, il se ferait mener la vie dure par son aile la plus radicale, par la CSU bavaroise, mais aussi par Merz, puisque dans la presse, on a bien souligné que Söder ou Merz auraient fait un meilleur résultat que Laschet. Donc il sera un peu prisonnier du rapport de force à l'intérieur de son parti, ce qui n'est pas le cas de Scholz, puisqu'il apparaît pour le SPD,
malgré son côté très centriste, voire conservateur au sein de son parti, il apparaît comme le grand sauveur quand même, comme le nouveau Schröder. Donc, je pense que les rapports de force à l'intérieur des partis sont très différents de certaines manières. Et effectivement, que la CDU, si elle devait gouverner, sera quand même sur une ligne relativement dure et essaiera effectivement de faire de 2020 un précédent sans suite. Ça, j'en suis assez persuadé. Et que le SPD, bon, finalement, peut essayer de mettre à équidistance les Verts et le FDP en les renvoyant chacun dans leur rôle. Parce que si l'aile la plus conservatrice de la CDU prend le pouvoir, elle fait un peu aussi concurrence au FDP d'une certaine manière. Donc, bon, je pense que le SPD est relativement bien placé. On ne sait pas du tout ce qui va sortir de ces négociations, hein, mais on peut imaginer. Il ne faut pas oublier, enfin, c'est quand même un point assez important que le FDP et les Verts ont vraiment le même public. Le Premier ministre ayant eu un portefeuille de l'écologie en Allemagne, c'est quand même Genscher, c'est-à-dire un ministre FDP. Ça a été le Premier ministre de l'écologie en Allemagne. Enfin non, Premier ministre de l'Intérieur ayant des attributions en matière d'écologie. Et donc que les deux publics se confondent assez et que du coup, il faut un peu les renvoyer chacun à leur fonction symbolique immédiatement reconnaissable. Pour mettre quelque chose au clair rapidement, pourquoi une grande coalition n'est plus possible? À part la lassitude. Je pense que ça, vraiment, c'est la réponse. Et deux grands partis. Bon, le SPD a été habitué à des pourcentages un peu modestes. Mais le CDU, c'est la première fois que ça descend en dessous des 30%. C'est quand même pour eux un tremblement de terre. Et c'est aussi le résultat de la grande coalition. On a toujours dit que c'est le SPD qui en a pâti, c'est vrai, mais le CDU aussi, et ça s'est avéré maintenant, qui arrive avec 25%. Donc je pense que là, c'est très très clair. Le vote a une réponse assez nette. Alors, même si, pendant un certain temps dans la presse, l'idée d'inverser les rôles semblait être séduisant, mais je pense que c'est pas un pur jeu intellectuel. Ça correspond à aucune réalité. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, les deux. Le divorce est consommé. Donc, dans les différents débats qu'on a eus hier soir aussi, tous les deux, ils étaient clairs. C'est absolument exclu qu'on ait une nouvelle grande coalition. Le divorce était déjà un peu consommé en 2017, en fait. Hein, mais c'est indéniable qu'il y a une forme de paralysie. Je prends juste un exemple que je trouve toujours assez parlant, c'est l'infrastructure numérique en Allemagne. Il y a un besoin d'investissement, justement, qui va contre le frein à l'endettement. Mais je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un photographe qui a fait l'expérience. En fait, il devait envoyer des photos à 10 km de là par mail. Et il a fait partir un cheval en même temps avec les photos. Et le cheval est arrivé avant que les photos ne soient chargées 10 km plus loin. Il y a vraiment des situations pour un pays, une si grande puissance économique assez incroyable. Et on a vu avec le Covid les enfants qui faisaient l'école à la maison. Ça a révélé vraiment des faiblesses incroyables. Il y a un besoin de milliards d'investissements dans l'éducation, dans le numérique, dans les transports. L'Allemagne est en retard sur beaucoup de choses à cause de cette paralysie. Et je pense que c'est une des conséquences aussi. Quand gauche et droite gouvernent ensemble, ça paralyse beaucoup les choses. Une alliance entre libéraux et verts, forcément dans la coalition, pourrait faire avancer, pourrait faire changer cela. Est-ce que ça répond vraiment à ce que les Allemands attendent? Selon Cohn-Bendit, j'ai entendu ce matin qu'il disait que les Allemands attendaient d'être gouvernés exactement au centre, comme tous les Européens. Bon, je ne sais pas, je ne crois pas, mais c'est difficile de dire ce que les Allemands attendent, parce qu'ils ont des attentes qui sont différentes, évidemment. En tout cas, ça va renouveler le jeu politique. Contrairement à une nouvelle grande coalition, on peut espérer, mais je suis incapable de vous dire aujourd'hui si ça va fonctionner ou pas, mais on peut espérer que ça va redynamiser des choses. Il y a une petite contradiction dans le comportement du public allemand et de l'électorat. C'est que d'un côté, je pense que cet électorat-là s'est trouvé bien avec Merkel.
C'était exactement ce qu'on voulait. Et ça me rappelle toujours un vieux sondage que j'ai déjà cité les 2 dernières fois qu'on s'est réunis aussi. Mais toujours valable. Faites par la Süddeutsche Zeitung. Et ça, c'était vraiment il y a 8 ans, je crois, peut-être même plus. On a posé la question aux Allemands, alors, quel est le pays que vous admirez le plus? Qu'est-ce que vous voulez être? À quel pays vous voulez ressembler? À la Suisse. Hein? Et c'est un peu ça la politique, c'est un peu ça l'Allemagne des dernières années, c'est-à-dire être bien protégé, être bien chez nous, loin des aléas du monde. Donc il y a quelque chose, une guerre, oulala, on se retient, et voilà, on ne veut pas avoir avec ça. Donc c'est un peu ça. Donc faire nos commerces et tout ça, tranquillement chez nous, ça marche bien. Il y a ça. Mais c'est aussi assez soporifique. Et donc c'est pour ça qu'il y a un peu de contradiction. Et en même temps, maintenant, il y a effectivement volonté d'avoir autre chose. Donc avancer dans le climat, peut-être dans le numérique, puisque ce que dit Elisa, malheureusement, c'est la réalité. Je connais un médecin de campagne qui doit aller à son prochain village quand il veut faire des consultations par net. Donc, c'est invraisemblable. Ça, c'est pas possible ici. Donc, il y a ça aussi. Et c'est très intéressant. Je pense que la FAZ, ce matin, a publié un tableau des mouvements des électeurs. Et le parti ou l'électorat qui a le mieux nourri les Verts en Allemagne, c'est pas l'électeur des SPD, c'est la CDU. Donc l'électorat, bon, disons, du centre, la CDU, est parti voter écolo. Intéressant, selon ces statistiques. Donc je n'ai pas pu vérifier moi-même, mais c'est quand même un signe que je trouve intéressant. Voilà, donc les deux âmes dans un même... comment on dit en français, je ne sais plus. Zwei Seelen in derselben Brust. Donc une qui aspire à quelque chose, à un renouveau, et l'autre qui se trouve quand même bien chez soi. Et comment a été traité en France les résultats depuis hier soir? On était loin des élections américaines où on suivait tout en live, minute par minute. Comment ça a été traité? Je crois que c'était suivi en live, en direct sur France Info, surtout sur BFM, je ne suis pas sûre. Mais Le Monde a eu un live aussi, donc je crois que c'était assez suivi. Pas comme c'est la même chose en Allemagne pour les élections aux États-Unis. Il y avait toute la nuit, il y avait des Sondersendungen pour les élections aux États-Unis. Ça, c'est pas le cas pour les élections en France, quand on est en Allemagne. Mais on a bien suivi les résultats. Et puis après, c'était la grande incertitude. On ne sait rien. Je pense que les médias français ont surtout essayé d'expliquer aux Français comment le système électoral allemand fonctionne, parce que c'est complètement différent du système français. Et en plus, avec les résultats aujourd'hui, on a essayé un peu de décrypter, on a présenté des portraits des candidates, notamment d'Olaf Scholz, d'Armin Laschet, aussi de Christian Lindner. On a essayé d'expliquer les coalitions qui sont possibles et puis les conséquences aussi pour la France. On s'est demandé, et ça c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, quels sont les grands sujets du couple franco-allemand et avec quelle coalition on peut aboutir à quel but en fait. Et puis aussi la question que je trouve très très intéressante, c'est de voir qu'à partir de janvier au plus tard, la France est en campagne électorale. Pour Macron, l'Europe c'est un grand enjeu pour sa campagne aussi. Et sans gouvernement allemand puissant à son côté, il va avoir des problèmes pour sa présidence, pour la présidence française de l'Union européenne. Donc là aussi, on a mis le focus dessus de la part des médias français en expliquant que des négociations de coalition qui s'éternisent ne seraient pas la bonne, surtout pas pour Macron. Ce ne serait pas bon pour Macron et pour la campagne électorale de Macron. Donc on a décrypté un peu comme on a décrypté en Allemagne, je pense. Sur ce point, où je donne la parole à la salle éventuellement si vous avez des questions à poser à nos intervenants.
Sinon, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu. Oui, allez-y. Non, je vais rajouter quelque chose sur ce point. On peut aussi dire peut-être l'inverse à certains égards, c'est-à-dire, au fond, Macron peut profiter d'une paralysie allemande qui ferait de lui le leader par défaut de l'Europe, ce qu'il cherche à faire. Et puis, ça rappelle aussi quand même que derrière tout ça, il y a des enjeux de long terme qui sont l'avenir du couple franco-allemand. Au fond, la question de savoir si le début de rééquilibrage que Macron a réussi à opérer dans ce domaine par rapport au point bas qui était la présidence de Hollande, disons-le, où il y avait vraiment un hors-jeu français sur la scène européenne et où l'Allemagne avait le sentiment de ne pas avoir de vrais partenaires à Paris. Je pense qu'il a réussi à changer ça. Il a été ensuite rattrapé par diverses crises, ça a commencé par les Gilets jaunes, mais surtout la crise Covid. Mais la grande question qui va se poser pour les 4 ou 5 prochaines années, donc le prochain mandat allemand et le prochain quinquennat français, c'est est-ce que ce début de rétablissement de l'équilibre franco-allemand va se poursuivre ou pas? Ça, c'est le vrai sujet pour Macron, je pense, en fait. Voilà. Mais bien sûr, ça va pas se jouer maintenant, ça va se jouer dans la durée. Il n'a pas commencé, et ça va pas commencer là avec un nouveau chancelier. Ça a commencé déjà. Il a commencé de s'émanciper déjà à travers son mandat, avec différentes discussions au sein de l'Union européenne sur le Spitzenkandidat, par exemple. Oui, tout à fait. Bien, tout à fait. Nord Stream. Et je pense que mais ça, c'est la question de savoir si ça va continuer ou pas. Et c'est vraiment sa grande question, au-delà même du deuxième quinquennat. Ça trace dans l'histoire. Et peut-être aussi pour rajouter, dans un couple franco-allemand, dans un environnement géopolitique qui a complètement changé. Bon, qui était déjà tout à fait perceptible avant le Covid, mais qui aujourd'hui s'est accéléré d'une façon recentrage. Bon, depuis le mur de Berlin, enfin, la dissociation entre les États-Unis et l'Europe était perceptible. Enfin, là, ça s'est 10 fois plus accéléré. La montée en puissance de la Chine, mais aussi les questions turques, mais aussi la Russie, les rapports avec la Russie. Tout ça, c'est absolument essentiel pour l'avenir de l'Europe. Et le couple franco-allemand, dans ce contexte-là, sera absolument déterminant pour l'avenir de l'Europe continentale. Faut pas... Et du coup, c'est quand même des questions tout à fait essentielles qui se posent. Revenir à ces questions géopolitiques et aux relations avec les autres pays, quelles sont les relations vraiment clés qui peuvent vraiment basculer selon les accords de coalition, selon le gouvernement qui se formera? La question turque, l'OTAN, la Russie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut radicalement basculer finalement, ou ça restera une politique pragmatique dans la continuité? Ça restera... la question des rapports avec les États-Unis, c'est une question qui va se poser, mais comme il n'y aura pas de coalition de toute manière avec Die Linke, enfin, ça c'est très très peu probable, j'allais dire l'éloignement, il est déjà là et il sera pas accentué, pas plus que un positionnement vis-à-vis de la Russie. Et en matière de Chine, je pense que les Allemands ont enfin ouvert les yeux. Après des années au nom du multilatéralisme, du bon fonctionnement des institutions après-guerre, du commerce international florissant, des exportations, les Allemands ont enfin ouvert les yeux. Et ils étaient d'une naïveté incroyable. Et ils ont enfin ouvert les yeux et ils ont compris que tout n'était pas... aussi beau et joli dans les relations qui étaient en train de s'instaurer entre la Chine et l'Europe. Donc ça sera finalement à géométrie variable, mais c'est aussi la géopolitique mondiale qui dictera ces impératifs à l'Europe. En matière aussi de présence dans la zone Asie-Pacifique, il ne se passera rien de spécial. Enfin, les Allemands ont envoyé une frégate, une corvette. Mais bon, ça ira pas beaucoup plus loin, je crois. Les intérêts sont pas très loin. La question, ça sera celle du recentrage sur l'Europe. Et quel recentrage, comment, avec qui, et la question, effectivement, de l'économie, des excédents, et la question de la défense européenne. Oui, ça c'est des vraies questions. Un
un autre thème qui était très important durant la campagne, du coup, le climat. L'entrée des Verts au gouvernement est censée mettre très en avant ce sujet qui a été souvent éclipsé. Qu'est-ce que ça peut apporter, une nouvelle coalition avec les Verts? Est-ce qu'on aura de grands changements, Make Our Planet Great Again? Est-ce que ce sera encore en avant? Qu'est-ce qu'on peut attendre sur ce thème, sur ce sujet? Bon, encore une fois, on ne sait pas comment ça se configure, mais bien sûr, donc, de toute façon, ils y seront, ça c'est sûr, et ça donnera un coup d'accélérateur à une politique en faveur du climat. Peut-être, bon, voilà, maintenant, les écologistes allemands sont des gens pragmatiques aussi, ils vont encore une fois mettre un peu de l'eau dans leur vin, mais comme les autres partis, y compris le CDU, sont désormais convaincus de la nécessité d'une politique en faveur du climat, et comme ils ont signé les conventions internationales, eh bien sûr, ça va aller, et puis je pense que ça va s'accélérer, avec parfois peut-être des choses qui fâchent. Donc là, une des maladresses d'Annalena Baerbock, c'était pendant la campagne électorale de dire manchmal sind Verbote sehr innovativ, ou quelque chose comme ça. Donc parfois les interdictions peuvent provoquer des innovations. Voilà, donc c'était pas tout à fait ce qu'on voulait entendre, une politique donc restrictive envers le climat, mais ça annonce quand même la couleur. Donc je pense qu'il faut s'attendre à ce coup d'accélérateur. Oui. Il faut voir quand même, parce que dans le land de Bade-Württemberg, les Verts, c'est le land de la voiture, etc. Et on ne peut pas dire qu'ils aient décarbonisé l'économie complètement, même s'il y a eu plein de progrès de fait. Je ne sais pas, il faut voir, on ne peut pas répondre en effet, parce que c'est trop tôt pour le dire, mais j'aimerais pouvoir dire que c'est sûr, maintenant que les Verts sont au gouvernement, tout va s'accélérer et que l'Allemagne va cesser d'être le plus grand pollueur européen, mais je ne suis pas certaine. Il y a quelque chose qu'on peut peut-être dire aussi sur les Verts. Bon, c'est quand même un public très urbain, premièrement. Et il y a quelque chose, enfin, je ne sais pas si ça a contribué à l'insuccès des Verts, au-delà des erreurs de la candidate, mais le problème dont on n'a pas parlé, c'est que l'Allemagne, c'est un pays vieux. Et que le thème de l'écologie, c'est un thème jeune. Et que les personnes âgées, elles sont moins enclines, en fait, à aller vers un parti vert. Parti vert, il parle plus, enfin Greta Thunberg, elle fait plutôt peur aux vieux Allemands, y compris à Kretschmann dans le Bade-Württemberg, enfin, parce que Kretschmann, c'est en gros un CDU avec un habit vert, hein, mais entre sa façon de gouverner et celle des conservateurs précédents dans le Bade-Württemberg, il n'y a pas tellement de différence par rapport, par exemple, au lobby, enfin, ou disons à l'industrie automobile. Et je pense que cette vague fondamentale, elle sera portée avant tout par la nécessité industrielle allemande d'entrer finalement dans un monde où la demande sera relativement différente, portée bien sûr par une opinion publique qui se verdit dans tous les pays européens. Mais c'est aussi stratégique pour l'Allemagne. L'Allemagne, enfin l'Europe a perdu le combat dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas de GAFA, il n'y a pas de... Mais par contre, en matière de normes écologiques, l'Europe, enfin l'industrie européenne peut encore gagner. Enfin, en gagner une position intéressante. Et ça, je pense que les industriels allemands le savent et qu'ils ne sont pas totalement aveugles. Oui, non, juste un mot sur le franco-allemand, sur le climat. Je pense qu'il y a un irritant possible qui serait le cas d'une politique très antinucléaire qui chercherait à s'imposer à la Commission européenne et qui ne plairait pas du tout à quelque gouvernement français que ce soit, qui poserait d'ailleurs un problème à l'Europe, parce qu'on ne peut pas décarboner sans le nucléaire probablement, en tout cas à horizon prévisible. Et donc là, il y a quelque chose à surveiller dans les rapports franco-allemands, me semble-t-il. Pour conclure en quelque sorte, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu. Quels sont vos pronostics? Oui, on n'a fait que ça, enfin. Bon, j'ai bien compris qu'une grande coalition, c'est pas possible. Ce sera donc le SPD ou la CDU avec les Verts et le FDP. Donc, plutôt quel type de coalition? Et l'autre question, c'est quand?
qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors moi, je prends le pari que c'est Angela Merkel qui va encore souhaiter la bonne année au 1er janvier 2022 dans son discours. Voilà, je me mouille. Je partage ton pari, absolument. Moi, je pense que les amis de Laschet ne vont pas lui laisser beaucoup de chance. Voilà, je me trompe peut-être, mais je pense que le règlement de compte à Hockey Corail au sein du Parti conservateur a déjà commencé et que, bon, ça sera peut-être lui, hein, je me trompe peut-être totalement et la caméra sera là, malheureusement, pour dire que je me suis trompé. Mais je pense qu'il y a peu de chances quand même, eu égard au contexte hostile dans lequel il évolue, que ce soit lui. Moi, je pense aussi que Merkel n'a pas encore, ne peut pas encore dire Feierabend. L'apéro, c'est plus tard. Oui, voilà, donc je vais... Mais je vais défiler comme les autres en attendant le discours de Nouvel An de Mme Merkel. Mais bon, en même temps, je pense que c'est ça ce qu'il faut absolument éviter. C'est la situation qu'on a eue la dernière fois. C'était quand même assez traumatisant. Je pense qu'ils vont se dépêcher. Mais pour le reste, c'est à loterie pure. Donc c'est vrai que le règlement de compte a commencé au sein de la CDU. Mais que disent les autres? Donc je ne sais pas si sûr que les deux veulent que Lindner et le SPD, je ne les vois pas vraiment. Bon, allez, bon. Voilà. Oui, sur Madame Merkel et le Nouvel An, je crois qu'on est tout le monde d'accord. Sur le reste, je pense que bon, ça dépend aussi. Lindner et les Verts commencent maintenant de parler, de négocier. S'ils trouvent un accord, bon, ça dépend. Les Verts, peut-être, ils ont plus de chances de gagner du terrain avec une coalition Jamaika, parce que la CDU doit plus donner aux Verts. Je sais pas. Merci beaucoup. Donc compris, on ne connaîtra pas l'identité du prochain chancelier avant 2022 probablement. J'espère en tout cas que vous ne vous trompez pas et qu'il ne nous l'annonce pas dans 2 semaines. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez encore évoquer ou est-ce que la salle veut éventuellement intervenir? Je vous laisse la parole. Oui. Merci à notre modérateur. Merci. Tous et moi je vais dire par contre Feierabend et à dans 4 ans pour le prochain débat. Qui sait. Merci beaucoup. Merci.